Salut à tous, bienvenue dans Globo, le podcast de la culture foot. Aujourd'hui, on va parler du Catogan le plus célèbre des années 90. Une légende italienne, l'un des plus grands numéros 10 de l'histoire du foot. Évidemment, on va parler de Roberto Baggio. Et mon invité est Mario Morisi, franco-italien, écrivain et romancier, entre autres. Il vient de sortir Roberto Baggio, 20 ans de folie italienne et mondiale, un livre qui se présente lui-même comme une biographie déguisée, un récit de voyage et même un texte initiatique. Avec lui, on va essayer de comprendre pourquoi un écrivain choisit de raconter un footballeur comme on raconterait un personnage de roman, pourquoi commencer par le livre tibétain des morts avant même de parler du petit Roberto, et pourquoi un pénalty raté à Pasadena devient un duel entre le Christ et Bouddha. Mario, bienvenue dans Globo, comment vas-tu? Molto bene, je dis bonjour à tout le monde, bonsoir, bonjour, buenas tardes dans toutes les langues du monde, dans toutes les langues de la beauté du ballon quand il est beau. Si on avait la possibilité d'aller enregistrer cet épisode dans n'importe quelle ville dans le monde, laquelle choisirais-tu? Alors ça serait incontestablement Florence. Florence, pour la bonne raison que c'est un peu le fil rouge du début de ma biographie, qui est une biographie littéraire, biographie historique, biographie, assez complète qui sort un petit peu du cadre des biographies journalistiques habituelles. Parce que sans Florence et sans sa ville d'origine qui est Vicenza, qui est la ville du grand architecte Palladio, je pense que jamais Baggio n'aurait été ce qu'il a été. C'est-à-dire que très rapidement, et puisque tu as, parcouru mon livre à toute vitesse avant de m'interviewer, puisque vraiment ça s'est fait rapidement, tu as remarqué que c'était, je plaçais ça sous le signe de la mythologie gréco-latine et sur la beauté et le simple fait que Agnelli, le patron de la Fiat, l'ait baptisé Raphaël du nom du peintre d'une grande élégance qui fait des angelots et tout, qu'on l'ait appelé Il Puto, qui veut dire le chérubin, le petit garçon le petit garçon efféminé à Florence, et le fait qu'après 2 ans d'atroces observations et de condamnation à ne plus jamais jouer, comme un Mozart assassiné, un Mozart sans main, c'est dans la ville de Florence qu'il est né, que les Florentins qui depuis 2 ans le payaient une fortune, l'ont aidé, il s'est mis à jouer au baby-foot avec eux, il a été couvé par toute la ville et quand il a réussi à sortir de 2 ans de calvaire avec de la muscu, avec, des problèmes de dos, il est devenu un héros et c'est un phénomène à la Beatles. Tout le monde est devenu fou, tout le monde s'est mis à pleurer et les plus grands artistes se sont mis à le considérer non seulement comme un footballeur, mais comme un prophète de l'art, quoi. D'où le mot divine codino qui fait une allusion à la Divine Commedia qui est de Dante Alighieri, qui est un des chefs-d'œuvre de l'humanité. Donc Florence, c'est la ville où il a craint de plus jamais pouvoir jouer, de ne pas vouloir pouvoir jouer une seule fois et là, quand il a commencé à faire son apparition, c'est un ange, venu des cieux qui est arrivé et tout le monde a un peu perdu la tête et je conclurai cette petite, tu m'excuseras d'être trop Pas de bavard. souci, je t'en prie, vas-y. Il y a l'une des psychologues psychiatres de l'archi-hôpital de Florence, qui s'appelait Graziella Magherini, qui a conçu le problème de syndrome de Stendhal. Stendhal, le grand écrivain du noir et du rouge et le noir, Chartreuse de Parme et compagnie, fait un voyage en Italie, à Florence, Rome et Naples et tombe amoureux de la beauté de l'art de là-bas et lorsqu'il sort de Santa Croce, qui est l'une des grandes, églises, des grandes cathédrales de Florence, il y a tellement de beauté qu'il tombe dans les pommes et Magherini, la psychiatre, s'aperçoit qu'elle consulte plein de Chinois, de Japonais, de Français qui ont des malaises parce que lorsqu'ils visitent Florence, i ils ont des malaises vagos, des évanouissements et tout et j'utiliserai cette, analyse sur Baggio. Là, on dirait que tous les gens et encore maintenant, 32 ans après son penalty loupé et 20 et quelques années après l'arrêt de sa carrière, il éblouit, il émerveille, il enchante et je n'aime pas dire le plus grand, les gens sont tous différents, des cas qu'on peut pas vraiment Rummenigge avec Pelé, enfin ça ne sert pas à grand chose. Mais lui, c'est sans aucun doute celui qui a propagé, qui a,
provoquer le plus d'amour, d'émotion, de larmes. Il y a un pouvoir incroyable dans sa gestualité, il y a un mystère, en tout cas à mon avis, et voilà pourquoi Florence serait la ville dans laquelle je ferais commencer notre petite, traversée du temps. Alors, ton livre ne commence pas par la naissance du petit Roberto, mais plutôt par le livre tibétain des morts et par des figures mythiques. Pourquoi un tel choix? Alors, là encore, alors Florence, les Médicis, ce monde est volcanique, éruptif, cette exagération complète des pays méditerranéens ou du sud. Ça fait une raison. Mais 2, il se trouve qu'il est carrément parfait. Il a une musculature, d'après, le type qui a préparé Pietro Ménéa, le champion olympique du 200 mètres, qui l'a massé à cette époque-là. Il a des muscles mixtes qui sont des muscles aussi bien africains que d'une souplesse étonnante. Il est métissé parce qu'il est de la région de Venise. Venise, c'est les Doges, c'est l'endroit où il y a eu les Turcs, où il y a eu. Donc, on s'aperçoit. Alors, c'est aussi de la poésie, c'est aussi du roman. On imagine qu'il est le fils miraculeux d'un mélange d'origines différentes, quoi. Et la première chose qu'on pense, c'est le talon d'Achille. Dans la mythologie grecque, pour ceux qui connaissent pas, Achille est un demi-dieu, le fils d'un dieu et d'une humaine, et pour qu'il soit pas atteint par les flèches, sa mère ou une nymphe le prend par le tendon d'Achille, le trempe dans le Styx, qui est le fleuve des enfers, et il est absolument invulnérable pour les hommes, sauf à cet endroit-là. Donc, le genou opéré 6 fois. Deuxième truc, la toison d'or, c'est Jason qui part à la conquête. Alors, faut savoir que ceux qui sont de culture musulmane, qui sont de culture persane ou de culture aztèque, on retrouve les mêmes histoires un peu partout, quoi. La toison d'or, il faut aller chercher une toison d'or miraculeuse qui peut sauver de la misère et tout ça. Évidemment, c'est une grande aventure. C'est la conquête. Et puis au dernier moment, eh ben, il y en a qui meurent et tout. Donc, quelque part, lui, dans son couloir à l'âge de 6 ans avec son papa qui a son atelier de ferronnerie, qui travaille 24 heures sur 24 comme Héphaïstos, comme Vulcain à taper sur de la ferraille, lui, il rêve qu'il va dribbler tout le monde et battre le Brésil et être champion du monde à l'âge de 6 ans. Et quand on sait ce qui s'est passé, il a été éliminé 3 fois au penalty avant de pouvoir y arriver, et surtout au Pasadena dont tu vas me faire parler sans doute tout à l'heure. Donc quelque part, comme j'ai vu ça, je me suis dit que ça a appuyé sa légende et ça l'a fait passer d'un des 10, 15, 20 grands footballeurs, de l'histoire à quelqu'un de très particulier, de très bizarre, où il y a du paranormal, et quand tu parlais excuse-moi d'avoir fait cette spirale Je orientale, t'en prie, vas-y, vas-y. de bouddhisme, bien entendu dans le livre puisqu'il est devenu bouddhiste c'était je crois le 1er janvier 88, justement pour se calmer de la folie de tout le monde qui voulait l'embrasser, l'aimer, Et il avait justement, Mario, justement, ce côté, spirituel, donc comme tu l'as dit, il s'est converti au bouddhisme. C'est assez rare déjà dans le monde du foot et comment ça a influé dans sa manière de jouer et de vivre sa carrière? Toi, tu dis, c'était par rapport à cette frénésie qu'il y avait, autour de lui. Donc Contrairement à ceux qu'on voit à la télé qui sont des tutologues, moi je suis pas un expert, un consultant. Je propose la digestion que j'ai fait de fait et j'essaie de l'interpréter pour le bonheur du football parlé, hein. Donc, je j'ai pas le fin mot de l'histoire surtout que c'est quand même un type un peu complexe, quoi, hein. Alors le bouddhisme, ce qu'on sait, il le raconte lui-même il a écrit 3 autobiographies. Une première, donc c'était en 2000, la deuxième en 2002 et celle qui vient de sortir il y a un mois. Donc il explique qu'il était depuis extrêmement émotif. Encore maintenant, quand il entend une ambulance passer, il a peur que ce soit quelqu'un qu'il connaît et il en pleurerait. Il est d'une sensibilité, on le voit encore, il est apparu peu pendant là, on le revoit à la coupe du monde. D'ailleurs, on en parlera et j'ai pas que des bonnes choses à dire là-dessus. Mais, on voit que lorsqu'il y a eu l'enterrement de Paolo Rossi, lorsqu'il y a eu la mort de Gianluca Vialli et de son père et de sa mère, mais là, il a été discret
plus privé, mais il est vraiment, il craque facilement en se rappelant des. Donc, quelque part, comme il était un gamin avec son chignon, là, tout seul, dans une ville comme Florence, et qu'il a vu que tout le monde disait qu'il était 10 fois plus fort que Maradona, il s'est dit: «Ils sont tous devenus fous, quoi». Et quelque part, il tremblait, il habitait avec sa jeune épouse qui était enceinte, il avait peur pour elle. Donc quelque part, il est venu le jour du réveillon, alors qu'il était loin de sa famille, qui était du côté de Venise, de Vicenza. Il décide d'aller chercher un nouvel album des Eagles, parce que Roberto Baggio est fada, c'est l'ami intime de Zucchero, il adore Bruce Springsteen, il adore la bossa nova, bref, il écoute de la musique matin, midi et soir à cette époque-là. Mmh. Donc il va chez le marchand de disques qui est discret chez qui il va, et il lui dit, voilà, je voudrais le dernier LP des Eagles, parce qu'il C'était adorait. Hotel California. Alors là, c'était son truc, obsessionnel. Et l'autre, ça faisait 3 fois qu'il lui disait: «Mais vous êtes le joueur de foot, de ce Roberto, quoi, de Roberto Baggio, Raphaël». Il dit: «Oui, mais c'est pas ça, je voudrais un disque de». Et l'autre dit: «Mais c'est fini, ils en ont fait qu'un». Et il dit: «Mais vous avez l'air un peu ému et tout». Et le 1er janvier 88, il va, dans cette espèce de disquaire qui lui avait montré deux trois livres. Il lui a dit: «Moi, j'étais musicien de rock, j'étais batteur des Califs, un groupe de rock. J'étais défoncé 24 heures sur 24, et je pratique le bouddhisme de l'école Nichiren, je sais pas quoi. C'est juste un Sesto Fiorentino à 30. Si tu veux, tu peux essayer. Moi, je sais pas, mais». Et il essaye, il lit 4-5 bouquins, et il se met à pratiquer. D'abord, il confond avec Hare Krishna, et dans un de ses bouquins, il dit: «Je voyais des mecs avec des clochettes en orange sur le Ponte Vecchio». Je trouvais pas ça très sérieux. Surtout que j'ai été élevé comme enfant de chœur, catho et je sais pas quoi. Et finalement, il s'en sert comme de pratique. Mais alors après, la pratique, 1 heure le matin, 1 heure à répéter des mantras, je sais pas quoi, ce qu'il continue de faire, qu'il a fait toute sa vie, qu'il a fait le matin de la finale de la coupe du monde, qu'il a fait encore, sans doute hier soir, ça devient une pratique de maîtrise de soi et de volonté de dominer la douleur et de donner le meilleur côté, au point incroyable qu'il est considéré comme un bodhisattva. Alors, dans la croyance bouddhiste, le Bouddha, c'est un état que tout le monde doit pouvoir atteindre par son travail sur lui-même, en étant bon, en ne provoquant pas des mauvais événements et tout. Mais lorsqu'on est sur le chemin de l'éveil, donc de devenir perfection, on pourrait faire quand même des comparaisons avec nos religions plus occidentales, qui parlent aussi d'ascension, de pureté, de prière. À partir de ce moment-là, il devient tellement impressionnant par la beauté de ses gestes que dans le monde entier, on l'identifie ça s'appelle Soka Gakkai, c'est une école. On a pensé que ça pouvait être une secte, mais enfin, c'est une école bouddhiste. Et à ce moment-là, il y a des gens qui pensent qu'il est un bodhisattva. Le bodhisattva, c'est celui qui est en train de devenir Bouddha, mais qui décide de rester près de la porte du paradis et qui attend que le dernier humain franchisse la porte pour rentrer à son tour. Donc, c'est À c'est ce point-là. ouais. Et là, il y a des pagodes, il y a des endroits au Laos, au Cambodge, au Japon, qui sont consacrés à lui. Et par la beauté de son jeu, par la beauté de sa personne, par sa douceur, par sa beauté physique, il serait un signe, alors, on peut l'appeler, Allah, on peut l'appeler Yahvé, on peut l'appeler, il serait un signe d'une perfection que tout le monde peut, adopter, quoi. Donc Mais voilà la raison pour laquelle. c'est ce qu'on retrouve aussi dans ton livre. Il semble être présenté un peu comme une figure quasi religieuse. C'est fascinant, c'est-à-dire qu'en plus, alors, heu, je sais pas, je voudrais pas faire trop de références. Je suis un intello, je suis fils d'ouvrier, j'ai passé mon temps à lire des bouquins. Donc maintenant, quand je fais des allusions, les gens, ils savent des fois pas ce que je dis. Mais, il y a un truc, les chimères. Pour le mot chimère, les gens connaissent. Les chimères, vous savez, ces animaux qui sont faits avec un bec d'oiseau, des pattes d'ours, qui sont faits avec Mmh. plusieurs éléments, hein. Et puis en médecine, on dit les chimères, c'est lorsque
on prend plusieurs espèces et qu'on les mélange entre elles pour, bon, quelque part, Baggio est un mélange de plusieurs personnes. C'est-à-dire que là, je vous parle quand même d'un type qui est en pleine mystique, hein, mais il arrête pas de déconner. Il met le dentifrice à la place de la mousse à raser de ses équipiers. Il leur fait des croche-pieds, il fait semblant de se crever. Enfin, il y a tout un chapitre où je raconte et tout. Il est infernal. C'est-à-dire que il est beau presque comme une nana. Il a un côté un peu androgyne, il a des yeux verts. Enfin, il est vraiment bizarre, hein, je veux dire, faut être honnête. Depuis tout gamin, il était un peu un ravi, quoi. Vous savez, un mejnoun là, enfin, tu vois? Et donc, il y a le côté pureté, il y a le côté courage physique incroyable parce qu'avec ses 6 genoux arrachés, mais comment il a fait avec son 1,74 m pour ridiculiser des mecs de 2 mètres, enfin, heu et comment il a réussi à rester lui-même alors que les présidents de clubs voulaient s'en servir comme d'une monnaie d'échange de milliards. Donc il est plusieurs personnes et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire le roman au jour le jour, quoi. Mario, on va parler de ce fameux penalty. Pour les néophytes, on est en finale du mondial 1994. Après une longue partie ennuyeuse, les deux équipes du Brésil et de l'Italie se départagent au tir au but. Baggio est le cinquième tireur transalpin et il va tirer au-dessus des buts de Claudio Taffarel. Donc ce penalty, tu le traites presque comme une scène religieuse, un duel entre le Christ et Bouddha. Le chapitre qui donne sur la coupe du monde, 94, USA 94. On voit que dans un premier temps, il est présenté comme un dieu absolu, que Madonna, enfin c'est la figure de la coupe du monde qui va arriver. Les premiers matchs, il n'arrive pas à jouer, l'Italie Ouais. est Il se fait nulle. même sortir, hein, Il se fait confirmant sortir de à cause du Arrigo Sacchi, ouais, ouais, sortir à cause parce d'un que carton rouge. le gardien de but, Pagliuca, percute un Pagliuca, ouais. Irlandais, un Norvégien, pardon, et donc carrément au bout de 2 jours, lui qui était la star absolue, ballon d'or et appelé à être le ballon d'or pour la deuxième fois, est humilié, tout, il se qualifie, 3e, 4e, 3e, enfin un truc Ouais, terrible, il et passe il joue par la petite porte, ouais. Contre le Nigeria, il tombe devant une équipe, Okocha, machin et tout, ils ont une équipe extraordinaire, le Extraordinaire, ouais. et donc et à la 88e minute, alors que les Italiens, tout le monde est en train les journalistes disent: «On est en train de prendre l'avion, on fait les affaires» et tout, là, il glisse la balle comme Ce par plat du magie, juste pied qui ouais. passe vraiment, qui va lentement en plus, qui va Ouais, lentement au c'est ras comme du beaucoup de poteau. ses buts d'ailleurs. Il y a Ouais, presque ouais, pas une fois où il frappe, de toute cette fort, ouais, force. ouais. Mmh. Donc là, alors après c'est miraculeux contre l'Espagne à la 89e minute encore. Il Je dribble le l'appelle gardien monsieur et in extremis et là, ça devient fou. Madonna dit: «J'envoie une Chevrolet, je veux qu'ils viennent, avec moi». Enfin, tout le monde et une beauté, chaque fois les buts, il fait comme une courbette, comme un don amoureux aux gens. Tu connais la fameuse phrase qui a été, soutirée, parce que je crois qu'il y a tu as vu à la fin, ça se termine par toutes les phrases q enfin, par énormément de phrases qu'il a dites et de oui. phrases qu'on a dit souvent. On dirait que c'est Dostoïevski, Nietzsche. C'est Mmh. assez étonnant, quoi. Mmh. Donc dans SoFoot, alors je Ouais. Ah avant d'accord, d'arriver oui, au dé ouais. SoFoot, le journaliste, lui fait dire: «Lorsque je m'approchais du but, j'avais l'impression que le temps Le temps ralentissait». s'arrête, ouais. Alors je garde, Bouddha contre Jésus pour la fin, Mmh. mais là, je Vas-y. vais dire un truc, par exemple, lui, il a, on alors qu'il est bouddhiste et qu'on ne n'atteint pas à la vie, on ne fait pas de mal à la vie, et il a pris l'habitude de chasser avec son père parce que son papa travaillait très, très dur, comme le mien, et que le seul moment où il pouvait le voir, c'est quand les adultes, le tonton, les cousins, les voisins partaient à la chasse à 200 kilomètres de là, se mettaient dans des abris et allaient à la chasse aux colverts et aux canards. Et donc, depuis tout petit, il a même, refusé de jouer des matchs tellement il voulait être avec son papa. C'est son grand amour, la nature, les oiseaux, la na et la chasse. Mais ça fait très longtemps qu'il ne tire plus une balle, quoi. Mais là, il explique quand même que, un mec qui était champion olympique de skeet et de tir de balle trappe, dit ils l'ont amené sur le champ de tir avec eux, il aurait été parmi les champions olympiques, au tir. Alors j'en arrive à Jésus contre Ouais, on arrive à ce duel, ouais. Jésus contre Bouddha. Baggio contre Taffarel.
Alors oui, il est enfant de cœur. Les gens à Venise sont des gens qui ont émigré dans le monde entier, qui ont souffert, qui sont très, très croyants. Un peu aussi croyants que les Napolitains ou que les Siciliens, ce qui n'est pas toujours le cas en Italie du Nord. À un moment donné, il devient bouddhiste, comme je vous l'ai raconté, le 1er janvier 88, ainsi de suite. Et là, commence à se mettre en place une polémique. Il y a un dominicain qui dit qu'il faut l'excommunier. Alors, comme Chimère, il a un sens de l'humour redoutable et un sens de la réplique qui est redoutable. Il dit, mais à quoi ça sert d'excommunier un mec qui est déjà parti? Oui, oui, Ouais, c'est ouais, vrai, c'est vrai. oui, mais Ouais, alors le il a raison. scandale avec tous les catholos, les trucs comme ça, les Monseigneur Lefebvre, tu vois, le jeune que toutes les filles voulaient, que tous les mecs voulaient, qui est vraiment l'idole des jeunes, c'est Elvis Presley, c'est les Beatles. Il donne l'exemple de quitter le catholicisme pour aller vers un truc oriental, et à l'époque, c'était la mode. Tu vois, c'était un peu la mode, le bouddhisme, l'hindouisme, partir à Katmandou, Oui, ainsi de d'accord. suite. Donc, il devient un ennemi de l'Église, de l'Église réactionnaire. Les plus intelligents se disent que s'il a des valeurs humaines et qu'il est généreux avec les gens, on s'en fout, mais Bah là, oui. là c'est grave. Alors, ça dégénère plusieurs fois, et ça dégénère tellement qu'on l'accusera de la défaite de l'Italie et de la perte de la quatrième étoile des championnes du monde. On l'accusera parce qu'il a trahi le christianisme, et que quelque part Dieu a choisi les athlètes du Christ brésiliens, parce qu'ils étaient tous Brésilien. plus ou moins athlètes du Christ, Oui, oui. plutôt que Bouddha, quoi. Et plus tard, tu l'as peut-être repéré, il y a un problème en 2002 lorsqu'après une grave blessure, il se remet, il marque but sur but. Toute l'Italie veut à nouveau qu'il fasse la Coupe du Monde au Japon et en Corée. Et là, je révèle qu'il y a eu des pressions parce qu'il est tellement adoré au Japon, où il est considéré comme un bodhisattva, ainsi de suite, que quelque part, ça aurait été l'exemple d'un fils de Jésus qui fait de la propagande et qui gagne, et qui quelque part est l'Opus Dei, qui est le bras armé de l'Église, était très lié avec Trapattoni qui en faisait partie. Et je ne veux pas raconter n'importe quoi, mais la pression qui fait qu'il n'a pas été choisi reste encore un mystère. Il est vrai qu'il se fait sa 5e ou sa 6e blessure des genoux, se pète complètement avec un tac par derrière assassin contre Piacenza. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que il va à Bologne à l'isokinétique, et en 71 jours, il se guérit de sa déchirure avec de la méditation, avec de la gym, avec de résistance à la douleur incroyable. Et là, il est prévu qu'il ne joue que les 2 derniers matchs de la saison, Brescia étant en danger de rétrocession. Et là, il arrive, il marque 2 buts contre la Fiorentina, il marque un but contre Bologne. Bref, Oui, voilà, il fait une grosse fin de saison, ouais, c'est ça. alors qu'il est normalement foutu pour le jeu. Et là, il lui reste 1 mois et demi, et Trapattoni, qui l'a déjà eu à la Juve à son temps de gloire maximale, alors qu'il lui a dit, quelque part, alors c'est là que je voulais en revenir, j'ai touché quelques mots tout à l'heure, mais je vais être plus précis. C'est là qu'on s'aperçoit que, l'équipe d'Italie qui va jouer en 2002, il y a Vieri, il y a Totti, il y a Del Piero. On peut quand même si on adore Baggio comme moi, comprendre qu'il y a quand même de la concurrence, et que cette génération-là se dit: «S'il y a encore le vieux qui arrive, on va parler de lui, et puis on parlera pas de nous, surtout au Japon, quoi». Donc, donnons le point à Trapattoni. Oui, on 2, peut mais il y a comprendre. quelque chose quand même, c'est que 2, il se blesse quand même pour, une espèce de thérapie d'urgence, 71 jours pour les croisés, et il joue 5 matchs et ça a l'air d'aller, mais quand même pour une coupe du monde où il y a 6 semaines, on peut donner le point à Trapattoni en train de se dire, ça sert à rien, quoi. Mais ce qu'il y a de plus grave quand même, c'est que, sachant que l'Italie aurait certainement changé son destin, puisque en Corée, vous vous rappelez, ils se sont fait voler par Byron Ouais, Moreno. ouais. Et qu'est-ce qui se passe si c'est Roberto Baggio qui rentre, qui est adoré que tout le monde se met à genoux à le prier quand il rentre sur le terrain, Oui, ouais.
Le comportement de l'arbitre, il aurait peut-être pas été le même, mais bon. et du public et tout. Ouais, ouais, Donc ouais. quelque part, c'est encore un élément surnaturel, paranormal, qui fait qu'on peut pas juger Baggio comme les autres. Alors ce qu'on sait maintenant, c'est que Trapattoni est membre de l'Opus Dei. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Opus Dei, c'est carrément l'armée de la croyance, extrême, catholique, hein, qui fait la guerre à tout le monde contre l'islam, contre le judaïsme, contre Moon, pour garder le sommet des croyances mondiales. Et sa sœur est une sœur qui est, elle, carrément est dans l'Église catholique. Quant à Trapattoni, il entraînait le Vatican lorsqu'il s'est mis à entraîner l'équipe d'Irlande. Donc carrément, il y a les grands joueurs qui étaient déjà là, qui veulent peut-être pas de Baggio. Il y a la blessure qui était quand même sérieuse, il fallait prendre le risque. Il y a le fait qu'il ne croit pas que ce type était capable de changer, de faire des miracles, mais quand même, il y a ce doute qui fait que, alors que la FIFA avait tout fait pour que Ronaldo et Baggio viennent, tous les 2 blessés au genou, parce que c'était bon pour la compétition, on s'aperçoit qu'ils ne le font pas venir, alors qu'il était très possible de virer Donny. Donny, c'était un bon joueur dont on a perdu la trace, qui a été là-bas pour rien, quoi. Donc voilà, il y a ce mystère que je raconte en détail. Faut savoir qu'en Italie, en 98, Baggio va jouer à Bologne. Il marque 22 buts, il se coupe la queue de Ouais. cheval. Il dit: «Je Oui, suis un oui, là, marine» et tout, je sais pas quoi, et ouais. toute l'Italie, mais alors s'il avait demandé à être président de la République, il était président de la République, et Maldini est obligé de le faire venir en France, où il fait une performance incroyable, tout en étant modestement dans l'ombre de Del Piero, qui est comme son jeune élève et tout, quoi. Donc voilà, ce type, qui est sympa, qui est toujours là à l'entraînement, qui fait pas la bringue, qui picole pas, qui est aimé des enfants, des grands-mères, de tout le monde, est devenu, à cause de l'amour qu'il inspire, l'ennemi de certains de ses entraîneurs, parce qu'il commence à devenir, merveilleux, quoi. Il marche sur l'eau, il faisait 45 degrés. Alors là, on va arriver à Pasadena et on a fait une belle boucle, mais on va arriver, je vais essayer de qu'on revive tous ensemble le penalty. Mais avant d'en arriver là, il fait une chaleur incroyable. L'Italie a joué les demi-finales en Bulgarie, sur la côte, ouais, à Boston. Ils sont obligés, il reste 4 heures dans l'avion, dans le cagnard la veille, alors que l'équipe du Brésil, elle, a eu 3 jours de repos. Et depuis déjà 3 semaines, Baggio, très gentiment, dit: «On ne peut pas jouer le pressing». Or, tout le monde sait que Saki a inventé le pressing avec Oui, oui. Oh, les 4 de derrière qui montent et qui qui jouait le et hors-jeu. et ils étaient cuits, ils étaient dans mon bouquin, il y a les masseurs qui expliquent les crampes, les problèmes Mmh musculaires mh. qu'il y avait, ainsi de suite. Donc il a dit, «C'est bien beau la théorie de Saki, mais il faudrait peut-être un peu plus raisonnable. Il faut peut-être faire du pressing à nos 40 mètres, mais pas de l'autre côté», et comme c'est lui qui trouve toutes les solutions individuellement, et ben Saki, lui qui était pris pour un ingénieur formidable, créateur de systèmes, quelque part, il y a eu une bagarre secrète entre le génie individuel et Mais l'architecte. mais Saki avait connu la même situation au Milan avec Van Basten, hein. Oui, alors Avec ils Van l'ont Basten c'est les Hollandais qui l'ont viré, hein. et Bon avec alors Van donc, Basten, ils s'entendent pas bien. Oui, je reparlons. t'en prie, oui, je t'en prie. Ce Non, non, fameux non, non, mais penalty. tu as posé la question. Alors pourquoi est-ce que c'est, enfin, comme c'est malheureux que les jeunes générations ne se rappellent que du penalty de Pasadena, du tir au but de C'est parce Pasadena? que c'est ce qu'on leur montre, c'est même pas de Voilà. leur faute, parce qu'au final, quand on parle de Baggio, combien de fois on a revu ce penalty tiré au-dessus et au On a moment où il montré baisse un la autre tête? truc, c'est le ballon qui, fait que la France est championne du monde pour 14 centimètres. Oui, sa reprise de volée, au Stade de France, qui passe à ça, même Barthez regarde le ballon et on voit dans ses yeux: «Je je peux rien faire. Je pourrais rien faire là-dessus». Oui, oui, donc voilà, alors, lieu commun, heu, idée partagée par tout le monde, unanimité. Les pénaltys, c'est très dur, c'est la loterie, je sais pas quoi et tout. Tout le monde, alors Baggio, mais enfin Zico a raté, Platini a raté, Maradona a raté, Messi a raté, tout le monde a raté.
Et même quand on joue en tournoi de Six avec les phares des voitures dans les années 70, comme ça m'est arrivé, Heu, tu te dis que même si le gardien de but, il a la casquette de taré et puis qu'il est bourré, passer le ballon dans les filets, c'est pas si simple que C'est ça. pas si évident, ouais, 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 et on le Bon, voit mais encore là, maintenant. alors imaginez-vous, il y a un fleuve, une rivière et un ruisseau. Le fleuve, c'est depuis l'âge de 6 ans, il y a un petit gamin avec les yeux verts, formidable qui s'appelle Roberto Baggio, Robertino, qui rêve qu'il va battre le Brésil pour l'Italie en finale de coupe du monde, qui va marquer un but, qui va marquer un penalty. Il a 6 ans. Là, on est en 94, on est, 30 ans p 20 ans plus tard, 25 ans plus tard. Là, derrière, alors ça, c'est la rivière de son désir qui le pousse, à travers toute sa carrière, ses blessures, ses machins et tout. Mais il arrive à passer tous les obstacles comme les héros de la mythologie et il arrive, il finit par être à moitié viré, mais à la 88e, il marque, à la 89e, il marque et il marque et il marque. Il devient un héros. Arrive le match de la finale, alors là, la après le fleuve de son destin, il y a la rivière de tous ses problème et là, il y a le ruisseau. Il fait 40 degrés, tout le stade est surchauffé. Il y a la macumba, le candomblé, botom bodom bom bom bom, avec les prières de tout le Brésil, 200 millions de Brésiliens qui disent devant lui, il y a Taffarel, avec qui il a joué pendant 2 ans, et qui s'est entraîné à la Fiorentina. Et derrière, il y a D'accord, Dunga, qui était son capitaine à la ouais. Fiorentina. Ils ont été ensemble, ils ont perdu la coupe de l'UEFA et tout. Puis, il y a le vieux Baresi qui est en larmes parce qu'il n'y a pas que Baggio Il qui a avait loupé, il y raté a deux autres Baresi, ouais. Italiens. Et là, il s'avance. De toute sa vie, j'ai donné les statistiques dans mon bouquin. Alors, le bouquin s'appelle Roberto Baggio, 20 ans de folie italienne et mondiale. Il a tiré 115 pénaltys, il en a marqué 87%. Il n'y en a pas un seul qui a été au-dessus de la tête du gardien. Donc là, vous imaginez le ruisseau, après le fleuve, la rivière, le ruisseau qui est tout petit, la tension. Il a une cuisse, il a joué blessé toute la nuit précédente. Il ne sait pas s'il pouvait aller jusqu'au bout du truc. Il se touche la cuisse d'ailleurs avant de tirer. Il a les mains sur le truc. Et là, en un centième de seconde, la flexion de la tension nerveuse, le subconscient, l'inconscient, je sais pas quoi, paf, il tient au-dessus et tout s'effondre. Tout s'effondre complètement. Toute sa vie, il trahit un pays, son histoire, ses rêves, son enfance, tout ça. Mais là où ça devient magique, c'est que son papa lui a dit dans le Netflix qui lui est consacré, qui est pas très bon d'ailleurs, Ouais, il j'ai pas aimé, là. «Tu loupé un tir au but, mais t'as gagné l'amour du monde entier». Et c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a 2 personnes qui ont donné une théorie sur ce penalty, loupé. Un, c'est, un écrivain, Pastorin, qui est un écrivain italo-brésilien, qui a dit en fait, Baggio n'a pas loupé parce que les Brésiliens vénèrent Baggio comme Pelé, comme je sais pas quoi. Quand maintenant tu vas au Brésil avec ta bossa nova, tu dis Baggio, tout le monde, c'est Il un est très un respecté, artiste de ouais, jeu, ouais, c'est un ouais. grand, quoi. Donc il a pas pu louper, c'est pas possible. C'est Ayrton Senna qui était mort 4 mois avant, qui a C'est ce pris que la balle beaucoup et ont qui dit, l'a ouais, enlevé. ouais, c'est vrai, c'est ce que beaucoup ont dit, ouais. Il y a plus fort, Roberto Benigni, La vita è bella, le grand Mmh. cinéaste, humoriste et Ouais, tout, ouais. qui est un ami intime de Baggio. Ils allaient ensemble, picoler du rosé, quand il était à la Fiorentina, ils s'adorent et tout ça. Il a dit: «Non, non, c'est pas ça, c'est pas Ayrton Senna. C'est Dieu qui a trouvé que Baggio avait fait des choses tellement belles qu'il a cru que le ballon lui était destiné, il l'a amené au paradis». C'est beau. Ouais, Non c'est mais beau. là, j'en arrive au pourquoi, mythologie, Toison d'or, Achille, Raphaël, là, le seul joueur qui porte ça au point que Zeffirelli, le réalisateur, a dit, après un match qu'il avait fait contre la Juve et où il a été extraordinaire, il a dit: «Je le veux dans le rôle de Dieu à côté de Jésus de Nazareth dans mon film». Il y a Zucchero, Lucio Dalla, ces buts, c'est de la lumière qui sort d'une porte du ciel, c'est l'impossible devenu possible sur terre. Enfin, et tous les journalistes qui ont couvert ces trucs rivalisent de beauté. Il y a une espèce de d'amour de partager. Bah, alors là, pour les orientaux, par exemple,
C'est comme ça que les grandes légendes se fabriquent. Il y a quelqu'un de magique qui fait un exploit extraordinaire, puis ceux qui étaient là le racontent, puis ils l'embellissent, puis tout Ouais, le monde ouais. s'y met et puis aussi bien les grands poètes que les pecnos, que les fellahs, tout le monde en fait, une légende des mille et une nuits, quoi et c'est un phénomène comme ça que j'ai voulu raconter jour après jour dans la peau de Bajou dans ma biographie. Alors justement, il y a beaucoup de mythification, autour de lui, d'images de joueurs adorés, mais tu as quand même voulu consacrer, alors c'est plusieurs chapitres au côté sombre, au dark side de Baggio. Oh, tu l'as évoqué, les tensions avec les entraîneurs, il y a eu des tensions avec des clubs, avec la fédé italienne. Est-ce que tu as fait ça pour rééquilibrer un peu le portrait? Pour ne pas faire que de l'éloge? Oui, mais pas uniquement. C'est-à-dire que je vous ai parlé, alors ça paraît un peu prétentieux, mais je vous ai parlé de nouveau journalisme, de new journalism, Norman Mailer et compagnie. Lorsque je me suis dit: «J'aime ce type, il représente mon père, il représente l'Italie, il représente la mythologie et l'histoire, il représente tout ce que j'aime, tout ce que je suis», j'ai été assez bon joueur pour me mettre dans la peau de ses gestes donc de revivre tout ça, donc ça, c'est des motivations. Je n'honorerais pas ma passion si je ne devais pas chercher tout et là, pendant près de 30 ans, j'ai accumulé les dépêches, ceux qui les aimaient pas, ceux qui ne l'aimaient pas. J'ai été d accumulé, j'en ai fait un mais j'ai des milliers d'articles en 15 langues que j'ai ça paraît beaucoup, mais quand on travaille tous les jours et qu'on fait autre chose et tout et là, j'ai vu qu'il y avait quelques raisons à donner à ceux qui ne l'aimaient pas ou à ceux qui le contestaient. Parce que, ça va pas quoi. Les gens les anges, les prophètes et les saints, il y en a dans les livres sacrés, mais dans la vérité, c'est un peu plus compliqué, quoi. Je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il est extrêmement entêté. C'est-à-dire qu'il en a toujours fait qu'à sa tête. C'est vraiment un rebelle, sous ses, dehors de gamin joufflu, Il ne paraît pas, ouais, ouais. mais ça veut dire qu'il s'est blessé à 12 ans. En jouant en débutant. Il s'est fait opérer du ménisque à 15. J'ai été fouiller dans les bibliothèques et dans les librairies et dans les journaux de l'époque pour voir qu'il avait été déjà blessé avant. Quand lui arrive sa blessure 3 jours après avoir signé pour 3 milliards à la Fiorentina et qu'il joue avec Vicenza pour monter en 2e division avec ses anciens copains, il s'explose le genou, alors là, c'est un carnage. Il se fait opérer dans la foulée, à Vicenza, ce que je viens d'apprendre dans les 3e autobiographies de Baggio qui viennent sortir. Ça, il l'avait pas dit. Ensuite, il est envoyé à Saint-Étienne. Alors le passage de Saint-Étienne pour les amoureux des Verts, je vous recommande parce qu'il a été couvé par les Stéphanois qui l'adorent encore. Ça, les gens ne savent pas. Il se fait opérer par le professeur Bousquet, une opération 220 agrafes internes, externes. Il dit: «Je me réveille, j'ai une pastèque, couverte de minium, je suis un infirme, 8 centimètres de moins, la jambe plus courte, j'ai l'impression», il dit à sa maman: «Tue-moi maman, je pourrais Mmh pas mh. survivre à ça, quoi». Mais il continue. Alors entraînement, il a fait 4 ans de rééducation sur 18 ans de carrière. Ouais, C'est énorme. Il se remet énorme. 6 fois, quoi. Alors des douleurs terribles et là, il pratique la prière et l'automédication. C'est-à-dire que, d'après une certaine théorie, les bonzes, les trucs comme ça peuvent arrêter leur cœur, peuvent, essayer donc il essaie lui-même chaque fois de penser tout le positif qu'il y a sur sa ses tissus, ces trucs comme ça et tout. Mais là, ça a des limites, quoi. Est-ce que plusieurs fois, il n'aurait pas dû se faire opérer plus tôt, plutôt que de vouloir continuer à jouer, à Ouais, ouais, jouer? ouais. Mais il C'est souvent le continuait parce dilemme, là. qu'on voulait se débarrasser de lui. Il y avait Del Piero, il y avait machin, il y avait Totti. Donc, pour rejouer, pour que sa carrière continue, il a fallu qu'il s'appuie là-dessus, mais médicalement, est-ce que ça ne l'a pas bousillé complètement? Donc Certainement. ça serait le premier côté, sombre de pas avoir été sage, quoi, tu vois? L'autre côté, c'est qu'il est tellement différent, je dirais, c'est comme une femme qui est exceptionnellement belle. Toi, tu es au lycée et tu as une fille, c'est Marilyn Monroe, tu vois, elle y est pour rien, mais elle dégage un tel truc que ça fait péter les plombs à tout le monde autour. Donc ça l'a obligé à être de plus en plus discret, à se recroqueviller sur sa famille. Il a rencontré sa femme Andreina à 15 ans. Il lui a
piqué sa petite alliance. Il est revenu de son premier stage pro à 15 ans. Ils se sont fiancés et là, ils sont toujours ensemble. Et ils ont 3 enfants. Ils sont jamais quittés. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, quelque part, il se recroqueville sur son père, qu'il adorait, sa mère, sa famille, Caldogno, son petit village où tout le monde le connaît. Et quelque part, ça l'a peut-être coupé de ses partenaires qui le prenaient pour un saint, tu vois? Il faisait jamais la bringue, il allait jamais aux filles, il faisait Ouais, jamais les boîtes de nuit, il faisait la morale à tout le monde, il priait, alors va savoir s'il y en a pas qui ont commencé à en avoir ras-le-bol de d'être ouais, avec ce magicien bizarre, quoi. Et alors quant aux entraîneurs, là, c'est clair. 4-4-2, c'est le ouais. à partir du moment où même Ancelotti a dit il y a 3 Il jours. tombe à une mauvaise période pour lui, Ah du bah ah football. bah oui, parce que, alors que le numéro les Platini, les Maradona, les Zico, on faisait Il qu'à avait leur commencé tête. un peu plus tôt, ouais. Et ouais, et là, lui, il naît là-dedans et tout à coup, il y a plus que 2 attaquants. Il y a un attaquant de pointe et un deux, ou alors faut jouer sur le côté. Alors faut faire des allers-retours de et quelque part, lui, Maradona a dit: «Foutez-nous la paix avec vos systèmes. Les joueurs comme moi et Baggio, faites ce que vous voulez avant les 30 mètres. Pour les 30 mètres, on s'en occupe». Exactement. Sauf que c'est dès qu'il est blessé, dès qu'il marque plus, qu'il est plus à la hauteur exceptionnelle de ce qu'il a montré et tout, on dit: «Tu as vu, il est foutu, il est blessé, il boite, il s'entraîne pas, il pose des problèmes». Et alors là, tous ces entraîneurs, sauf Mazzone, le dernier de Brescia, ont été infernaux, jaloux comme des poux parce qu'eux, ils avaient des agents. À l'époque de Platini, les entraîneurs Hidalgo, c'était pas des marchandises, qui valaient des sous. Là, les mecs, les Lippi, les gens comme ça, Capello, ils ont, pognon, contrat, machin, et quand tu as Baggio à ton équipe, quand tu as Zico ou quand bah, c'est eux qui gagnent le match pour les gens. C'est pas le système, c'est pas les drones, c'est pas les algorithmes. Les gens, ils voient qu'une chose, fou d'amour, c'est celui qui a marqué les buts en te faisant rêver. Alors ça fait une troisième zone d'ombre parce que quelque part, à un moment, il en a eu tellement marre qu'il a commencé à avec Lippi. Je recommande la lecture du passage sur Lippi, une guerre incroyable, mais à mort, quoi, tu vois? C'était à l'Inter, ça, Ouais, à tel point que Baggio, il le faisait rentrer, il est rentré 7 fois, il a marqué 8 buts. contre le L'équipe de Real. Lippi marchait pas. Il rentrait, il marquait contre le Real, tous les matchs. Il le renvoyait sur la touche. Il faisait jouer d'autres mecs. Il l'humiliait, il le faisait pas rentrer. Il a dit que, Baggio a dit: Il l'appelait pas Lippi, il l'appelait il. Et il est arrivé avec une casquette en espagnol: «Mátame si me sirvo». Tue-moi si je te sers à Tuez-moi rien, si je pendant la conférence de presse. Et pour finir, match décisif contre à Parme, à Vérone contre Parme pour la la Ligue des Ligue des Champions. champions. Et là, tout le monde est blessé, Seedorf est blessé, Ronaldo est blessé, Lippi est obligé de le faire jouer. Et là, c'est le plus formidable match qu'il fait. Il met un coup franc impossible au premier poteau contre Buffon. Il met une volée du pied gauche. Je te recommande de regarder les 180 minutes du match. Il y a Laurent Blanc, il y a Domoro, en plus il y a plein de Français, il y a Cyril Cannavaro. Domoro, ouais. Et là, en sortant du stade, «Vous avez quelque chose à dire?» Il dit: «Ouais, je suis heureux pour les supporters, pour les trucs comme ça, sauf pour l'entraîneur qui est, j'ai pu prouver que j'étais ni infirme ni je sais pas quoi». Il est parti en courant et finalement, il a sauvé Lippi parce que c'était convenu que s'ils étaient pas qualifiés pour la Ligue des champions, ils partaient. Le président Moratti a dit: «Reste, reste, reste», enfin, il a dit: «Moi, rester avec un mec comme ça plutôt crever». Et il s'est retrouvé à s'entraîner dans son terrain, sur son village, en train de jongler avec son truc plutôt que de gagner plein de pognon avec l'Inter. Donc des alors je dis, dark side, mais en même temps, ces gens vont chercher l'énergie du désespoir, tu vois? Voilà. Et Et c'est après ça, puis ouais, vas-y, je t'en prie. l'autre truc, c'est il a toujours servi de monnaie d'échange. Il vaut 50 000 lire, alors autant dire 2 €, quand il est à Real Caldogno pour aller à Vicenza. Il est vendu, 3 000 000 000 de lire, ça sauve le club qui était en faillite de Vicenza.
il s'en va de force, vendu de force parce que Pontello, le président de la Fiorentina, veut le vendre et se barrer. Il le vend de force à Agnelli. Quand, après le penalty loupé, lorsque Baggio revient, ils ont acheté plein de nouveaux joueurs, ils ont viré tous ses coéquipiers et puis ils veulent le virer parce qu'ils veulent pas payer Il va au la Milan. somme. Là, on veut le vendre de force à l'Inter, il dit: «Il les emmerde» et il va au Milan à la place. Il se retrouve à Bologne dans un petit club parce qu'il veut à tout prix gagner le droit de jouer la coupe du monde et là, l'entraîneur est jaloux comme un pou. Enfin bref, c'est le fric, le fait qu'on se serve de lui et il finit par s'occuper de ses affaires lui-même. Alors là, le patron de la Fiat, Agnelli Umberto, dit qu'il parlerait pas avec un PNQ de la campagne comme ça, pas donc derrière ce gentil bonhomme et tout, il y a une tête de mule, fils de paysan qui a peur de rien et je voulais parler de ça aussi. Et c'est pas pour rien justement qu'il termine sa carrière à À Brescia. Brescia, ouais. Dans un club où tout le monde le vénère et là, je pense que tu vas me demander de parler du Satori. Exactement. Ce chapitre donc tu l'as intitulé Satori au Rigamonti. Alors Satori, c'est un mot du bouddhisme pour Oui, désigner l'éveil, c'est ça? la l'illumination. L'illumination, d'accord. Tu vois, Alors le pour moment où il y a une révélation, incroyable, quoi, tu vois? donc c'est Satori au Rigamonti donc pourquoi ce choix? Alors que pour le grand public, Brescia, c'est loin de la Juve, c'est loin de l'Inter, c'est loin du Milan. Donc pour toi, c'est une illumination alors que sportivement, ça peut être perçu pour certains comme une fin de carrière modeste. Alors, il y a plusieurs éléments parce que c'est sur 4 ans que se développe, cette idée de Satori. Donc là, il est extraordinaire avec l'Inter, il sauve son club, il refuse de rester. Et il se retrouve en train de s'entraîner sur le petit terrain de Caldogno à 30 mètres d'où il habite, où j'ai été, où j'ai fait jongler ma fille, où j'ai été jusqu'à allumer le parfum, j'ai été au bar sport, j'ai interviewé tous ces entraîneurs, les cousins, pour vraiment donner de la vie C'est avec un ça. travail de sur le terrain, tu as été. Ouais. Et donc, il s'entraîne, pour toujours il est obligé de faire 3-4 heures de muscu par jour parce que sinon son genou s'effondre. C'est par la musculature qui l'a tenu pendant tout ce temps-là, quoi. Donc il continue de s'entraîner avec un Argentin qui est son homme de main et là, le Real Madrid, Ferguson l'appelle personnellement pour qu'il joue à Manchester United. Tout le monde Barcelone, tout le monde veut le voir jouer et tout. Et là, il dit: «Non, non, j'ai assez trimballé ma femme et puis mes enfants à droite à gauche. Et je vais jouer pas loin, je veux jouer pas trop loin. Il y a la période, où on pense qu'il va aller à la Regina qui est un club du sud, mais là, à ce moment-là, Mazzone, qui est l'ancien entraîneur mythique de la Roma et qui a découvert et surtout de la Roma, il a découvert Totti et je sais pas quoi, qu'un vieux de la vieille, un Giroud encore plus puissant et tout, avec l'accent romain et tout. Il apprend ça, il lui téléphone, il dit: «Roberto, c'est vrai que tu vas arrêter de faire le footballeur?» tu vois? Tu viendrais jouer avec moi à Brescia?» et je sais pas quoi. Mazzone, Carlo, tu sais, je vous ai toujours admiré profondément, dit: «Je viens». Et là, carrément, par l'amitié d'un entraîneur qui, pendant 4 ans, l'a laissé s'entraîner comme il voulait, a fait venir petit à petit Guardiola. Guardiola, il est venu jouer, pendant Ils avaient une 2 belle ans. équipe, hein, avec, Guardiola, Luca Appia, Toni Luca Toni, Locatelli, Dario Hübner. ils Ils avaient avaient une une belle équipe, équipe, hein. alors Andrea Pirlo. c'est une équipe comme, je dirais Lens, tu vois? Enfin, Lille, Strasbourg, enfin en ce moment quoi, tu vois? Donc, pas complètement minable. Mais le Satori, c'est plusieurs moments d'éblouissement parce que là, il peut alors il essaie de faire la coupe du monde 2002, totale déception, il a du mal à s'en remettre. Il pourrait partir, mais il s'est tellement bien entendu avec tout Brescia, avec toute la ville, avec les gamins, avec tout, qu'il veut pas les laisser tomber et là, en fait, il joue plus que 15-20 matchs par an parce que, Guardiola dit qu'il pouvait pas sortir de sa voiture tout seul. Marco Bencivenga, qui est mon ami, qui m'a fait rencontrer tous ces gens-là, qui était le journaliste, rédacteur en chef de Brescia Oggi, me dit que la dernière fois qu'il l'a vu,
il pouvait pas faire les lacets de ses chaussures. Et là, le lundi, il restait pour récupérer à la maison avec son masseur. Le mardi, il faisait un peu d'échauffement. Le mercredi, il venait avec les autres pour faire pas d'opposition. Il y avait l'installation du match le jeudi. Jeudi, hein. Vendredi, repos. Et il rentrait après le match fracassé au point de boiter. Il a des douleurs de dos infirmes. Il peut pas marcher presque. On le voit maintenant là aux États-Unis. Il est tout empâté, tout je sais pas quoi. Mais là, ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a un dernier match à Brescia. C'est le 4 juin 2004. J'ai le 4 mai ou 4 juin 2004. Et là, je suis là avec mon ami, le metteur en scène Alain Besset du Choc Théâtre de Saint-Étienne. Et on est dans les tribunes et tout le monde attend les dernières images, quoi. C'est comme tu vas voir ton papa partir à la guerre ou je veux un truc comme ça. Au lieu des 25 000 personnes prévues, il y en a 35. Ils ont arrêté de compter les gens qui rentraient dans les tribunes. Il y a tous les gamins, une centaine de gamins avec un numéro 10 avec une grande banderole. Oggi sono io che vi ringrazio, c'est aujourd'hui, c'est moi qui vous remercie, Baggio qui font le tour. Arrive l'équipe de la Lazio avec Mihailovic, Stankovic, Stam, que des bœufs avec Simone Inzaghi Ils qui étaient joue monstrueux à cette époque-là, ouais. et qui joue la Ligue des Champions. Donc c'est le dernier match à Brescia, mais c'est pas un match amical pour les autres, quoi, tu vois? Et Ça, là, c'était le dernier match à domicile, hein. à domicile, parce que dans les Ouais. matchs à Après, c'est Milan, à San Siro, ouais. ouais. Et là, alors, tous les gens de Brescia, je sais pas moi, c'est comme, Zidane qui aurait joué à Sedan, quoi, tu vois? Mmh. C'était un rêve les yeux éveillés où le monde entier est venu à Brescia, tu vois? Les mecs, les journalistes, les restaurateurs, tout le monde, c'était Noël pendant 4 ans, quoi, tu vois? Les gosses qui pleuraient, tout ça, enfin, c'était étonnant. Et on regarde le match, j'étais dans la tribune VIP avec, tous les gens bien connus sauf moi, et donc 1re mi-temps, bon, il touche 10 ballons, il se mettait dans le rond central et Guardiola ou les autres milieux de terrain, dès qu'ils avaient la balle, il lui passait la balle au milieu, tu vois? Et son rayon d'action, c'était à partir du rond central, quoi. Beh, il boitait, quoi, quasiment, hein. C'est tu vois? Bon, heu, 10 fois, il touche le ballon, il la remet, il fait un beau truc, il fait un début de percée, mais enfin, bon, pour un des adieux, c'était pas terrible, quoi, tu vois? Et puis 2e mi-temps arrive et le temps passe, la Lazio qui était toujours à 0-0, commence à bastonner parce que c'était du fric. L'entraîneur, c'était Mancini, hein, donc tu vois, c'était vraiment pas un match amical. Il les a insultés pendant la mi-temps et tout ça. C'est atmosphère de guerre. Les joueurs de Brescia commencent à prendre la mouche aussi parce qu'eux, ils s'en foutaient, mais et là, rien, Baggio, quelques beaux trucs, quoi, début d'occasion, mais triste, quoi, tu vois? Tout le monde avait les yeux un peu, Ouais. chien battu, quoi. Et là, comme dans les films d'Hollywood, comme si j'avais écrit le scénario, transversal d'un des joueurs, il est le dos tourné vers la tribune, il y a la surface de réparation qui est à 3-4 mètres. Coup de talon sur la poitrine de Mauri, but. Un assist, tu dirais un jeu vidéo venu de nulle part, quoi, tu vois? Et là, de bouffées d'émotions, les gens qui s'embrassent, qui s'embrassent dans ton cou, qui pleurent, enfin, tu vois? Attends, c'est pas tout. Le match revient et alors là, la Lazio, ça bastonnait, ça tapait, c'était pas pour rire. 93e minute, il y a, Champ, un Autrichien qui est sur le côté. Il passe la balle à Maggio qui est devant la surface de réparation avec devant lui Stam, Stankovic, 3 monuments qui sont à 3 mètres. Ouais, Il ouais. touche la balle avec le pied droit, il l'écarte avec le pied gauche, les talons arrêtés. Il le pousse un peu, extérieur du pied près du poteau et il salue tout le monde. Et là Merci, au là, tu revoir. te dis: «Attends», tu regardes encore le but, mais attends, mais qui c'est qui a pensé, en marchant, de faire ça devant des mecs pareils? Et là, c'est des mots, mais là, tout le monde a été en larmes, enfin, tu vois? J'en suis encore en larmes. Ouais, Satori, cette c'est espèce beau. d'émerveillement. Je pense que ceux qui ont vu le but de Zidane en finale contre le Real, avec le Real,
C'est cette Ouais, contre les reprise Leverkusen. extraordinaire, quoi, tu vois? Alors là, c'est qu'un geste, mais tu vois, il y a des moments comme ça où c'est si tu veux, les buts que je vois marquer alors je vais tenter un truc. Les buts que je vois marquer à Mbappé, puissance extraordinaire, joueur de football américain, Mais pas de sensation. décathlonien, vitesse tout juste, je sais pas quoi. Et quand je vois Olise, je vois des buts de Baggio. Oui, c'est plus gracieux. Il y a quelque chose de plus imprévu, d'imaginé, tu vois, qui sort, tu te dis: «Mais ça sort d'où?» quoi, tu vois? Mario, on le rappelle, Roberto Baggio, 20 ans de folie italienne et mondiale, c'est aux éditions Les Artilleurs de Mayence. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre pour ceux Al qui nous écoutent et qui voudraient se le procurer? alors, je suis très, très de gauche. Donc l'idée d'avoir recours à Amazon, ça me fait un peu suer quand je pense, aux mecs qui m'amènent les paquets et qui sont pas D'accord, payés. Mais là, en fait, c'est tellement commode pour se faire, enfin pour c'est être pratique, lu quoi. partout, que donc vous pouvez faire amazon.fr et vous faites un virement et vous avez le bouquin 2 jours après. Ça, c'est la première façon de faire. Deuxièmement, je préfère, si vous avez de temps en temps, vous allez dans une librairie et les librairies indépendantes, il y en a 4 000 en France ou je sais pas où, vous le commandez et vous le recevez 3 4 jours après, sans problème et puis autrement, bah, si jamais on se croise dans un salon ou un truc comme ça, j'ai mon petit stock personnel et c'est interdit par la loi, mais je fais des ristournes aux passionnés. Je voudrais quand même dire quelque chose puisque je pense qu'on a déjà tenu le crachoir pendant un bon moment. Heu, Ce qu'il faut dire, c'est que ce bouquin, c'est un peu dans la peau alors c'est pas dans la peau de John Malkovich comme le fameux film, c'est dans la peau de Baggio ou dans les souliers ou dans les parages de Baggio où depuis la naissance sa naissance dans sa famille, on traverse le temps avec un tas de détails. Il y a des PV pour avoir écrasé des fleurs, il y a, vous allez voir que par rapport à tout ce qui se sait et surtout ce que lui-même en a dit, vous vivez carrément de match en match. Je crois qu'un ami m'a fait un grand compliment. Il m'a dit que la façon dont les matchs sont racontés, tu as l'impression que tu regardes la télé, alors là, tu revis carrément les matchs comme si tu jouais, quoi. Donc ça, c'est C'est la magie des livres. alors c'est plusieurs choses. C'est, une traversée de la fin du XXe siècle, le passage du foot de rue au foot business. C'est le destin d'un grand homme, c'est, la quête de la toison d'or, c'est le talon d'Achille, c'est, le caillou qu'il faut remonter et c'est un mec, absolument extraordinaire avec, tout ce qu'il a inspiré, mais vraiment ce que les gens ont écrit, c'est surprenant, quoi. C'est vraiment de la poésie, quoi, c'est ça et je dirais quand même un truc, à nouveau dans le dark side, je pose la question dans France 3 qui va diffuser le truc demain ou après-demain. Je le pose dans plusieurs de mes interviews. Roberto, je te parle personnellement. On s'est rencontrés, tu sais ce que je fais, le temps que j'ai passé pour essayer de rendre hommage à ton destin. Mais vraiment, tu vas être à la finale de la coupe du monde pour serrer la main de ce gros mec avec sa cravate orange qui nie absolument tous les droits humains, qui balance ça. Est-ce que vraiment, par rapport à tout ce que tu es, homme de la paix 2010, mec qui a été un peu partout, au Laos, au Pérou pour les enfants qui souffrent, qui a fait un match en Palestine pour la paix, tu vas vraiment lui serrer la main? Ça te toucherait ce jour-là de le Ah, c'est voir, ça me je pose la question sérieusement. Et j'aimerais que ça lui arrive parce que je j'arrive pas à croire à voir comment il va pouvoir faire face à parce que là, Infantino, qu'il présente comme son ami dans son dernier bouquin, ça m'a un peu touché il y a beaucoup d'ex-joueurs qu'on voit, dans et les tribunes de la coupe du monde, on a l'impression que la soupe est bonne, avec Infantino et la FIFA. j'ai une interprétation qui me met en porte-à-faux parce que j'ai une fille qui est née en 1990, 5 mois avant Valentina Baggio, qui a repris la marque Baggio il Ouais, y j'ai a vu trois ça. quatre ans. Et qui a pris la place d'un mec assez bizarre qui s'appelait Petron, qui fait partie de sa secte, qui a toujours été qui a protégé, qui était un peu bizarre, qui était tout partout. C'était un frère, un ami fraternel et dans le dernier bouquin de Baggio, il explique qu'il est déçu par certaines personnes, de l'amitié fugace et tout ça. Est-ce que
et je suis fou amoureux de ma fille, quoi. Est-ce que quelque part, poussé par sa fille qui lui dit: «Écoute, papa, on peut encore, aider toute la famille à Monétiser un peu. avancer», est-ce qu'il a pas été piégé? Mais je repose la question, tu vas serrer la main à ce type qui fait massacrer les chicanos dans les trucs et tu vas vraiment, suprématiste blanc? Dis-moi. Roberto Baggio, 20 ans de folie italienne et mondiale de Mario Morisi, c'est aux éditions Les Artilleurs de Mayence. Vous pouvez vous le procurer chez votre libraire sur commande ou bien sur Amazon. Je vous donne rendez-vous au mois prochain. Vous qui nous écoutez et qui n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire et à laisser un petit avis, ça aide pour le référencement. Et en attendant, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un nouvel épisode de Globo.